Merci encore Jean-Marc. Bon, je suis super mal à l'aise parce que j'ai pas, je parle pas souvent de moi, mais je vais quand même essayer un petit peu. Donc, je m'appelle Marc Ress. J'ai intégré Next Impact en 2005, c'était il y a longtemps, après avoir passé quelques années dans la rédaction du Virus Informatique, de Pirate Mag et d'Épices Informatiques. Préalablement, j'étais aussi en fac de droit. J'ai fait beaucoup d'années, trop d'années peut-être, à Aix-en-Provence, où à une période où le droit d'informatique n'était pas enseigné partout. Et lorsque j'ai commencé comment? J'ai commencé avec une petite annonce. Non pas sur Minitel Rose, Jean-Marc, mais j'ai commencé avec une petite annonce sur le virus informatique où celui-ci cherchait un informaticien passionné de droit ou un juriste passionné d'informatique. Alors moi, j'étais plutôt dans la deuxième catégorie, donc j'avais aussi bidouillé dans les années 80-90 un peu comme je pouvais. Et voilà, j'ai commencé comme ça, mais j'ai commencé avec mes bagages, donc j'ai pas du tout les mêmes compétences techniques que mes illustres collègues. Mais en tout cas, j'ai commencé comme ça pour essayer d'expliquer les différents textes qui arrivaient sur les écrans, en ayant bien conscience que la compréhension de ces textes, elle n'est pas simple du tout. Pas simple du tout. Pourquoi? Parce que déjà, on a deux process. Première procédure, ça concerne déjà, on a une difficulté en termes de vocabulaire. Le vocabulaire qui est utilisé, il est normalement extrêmement précis. C'est-à-dire que chaque mot qui est porté dans un projet de loi, une proposition de loi, un projet de loi d'origine gouvernementale, une proposition de loi d'origine parlementaire, il est jamais porté au hasard. Il est jamais écrit au hasard. Jamais. Jamais. Parce que derrière, on a plein de jus de cerveau qui va travailler, qui va créer des brouillons, etc., et puis qui va ensuite produire cette proposition de loi ou ce projet de loi définitif, voire cette loi qui sera ensuite publiée au journal officiel. Donc, et cette question de difficulté de compréhension, on la retrouve également, enfin, on la retrouve à toutes les strates, aussi bien en France qu'à l'échelle européenne, mais également aussi dans l'application du droit et puis la gestion des contentieux, donc dans les différents jugements, arrêts, décisions. Voilà, c'est très difficile. Et c'est très difficile, pourtant c'est super important que de comprendre tout cela parce que ça permet de savoir un petit peu comment vont être protégés, alors ça c'est une position très positive, hein, dans le verre à moitié vide, à moitié plein, comment vont être protégés nos droits et libertés ou comment ceux-là vont être écrabouillés, j'exagère un peu, hein, écrabouillés par différentes institutions. Et donc, j'ai pris une espèce de bâton de pèlerin, mais parce que je savais pas trop faire, enfin, je savais pas faire autre chose, qui a consisté à expliquer différents textes arrivant sur nos écrans. Donc, je me suis notamment amusé au fil des années à faire des commentaires ligne par ligne. Je l'ai fait avec le RGPD, avec le DSA, le DMA, avec la loi sur la sécurité quotidienne et préalablement d'autres textes, notamment Adopi, DATSI et tout ça. Et en ayant bien conscience que des expressions qui étaient utilisées par le législateur n'étaient pas superbement bavardes pour le commun des mortels. Et j'ai un exemple en tête, et ça va créer une espèce de lien avec ce que nous allons longuement expliquer Jean-Marc. Ce fut par exemple l'exemple de la loi renseignement. Dans la loi renseignement, on a une expression qui revient, j'ai plus ou moins compté une douzaine de fois, c'est celle d'information et document, d'information et document, information et document, voilà. Et cette expression, en fait, sa compréhension, elle est super importante. Pourquoi? Parce que c'est elle qui vient définir le périmètre des outils de surveillance. Et du coup, enfin, comprendre le périmètre de cette expression, c'est aussi comprendre le périmètre de l'outil de surveillance. Et, c'est là, en fait, où on voit tout le travail d'explication qui est nécessaire et qui permet effectivement de relativiser le débat sur surveillance de masse ou pas de surveillance de masse, ou comment dire, de mieux comprendre aussi le phénomène des boîtes noires. Les boîtes noires, par exemple, qui sont inscrites à l'article 851-3 du Code de la sécurité intérieure, ces boîtes noires, ces traitements algorithmiques, ils portent sur justement sur ces informations et documents. Et il a fallu finalement un arrêt du Conseil d'État,
une décision du Conseil constitue qui fut saisie par une question prioritaire de constitutionnalité à la demande de mémoire, de la Quadrature du Net et de FDN et de FFDN, pour que celui-ci vienne apporter un éclairage qui était ultra important et qui nous a permis de comprendre un petit peu quel était le périmètre, donc celui des données de connexion, c'est-à-dire toutes les données qui encapsulent le contenu d'un message. Or, notamment des données qui permettent des autres données qui touchent au contenu, qui touchent aussi aux correspondances privées. Et un autre exemple qui me vient en tête, ce fut celui de la loi Hadopi, sur laquelle je vais revenir un petit peu. Durant les débats parlementaires sur la loi Hadopi, une des dispositions autorisait finalement les sociétés de perception, etc., à lancer des procédures portant sur les communications électroniques. Les communications électroniques, vous aimez bien communication électronique, voilà. En fait, on avait deux périmètres, c'était les services de communication électronique et les communications électroniques. Mais vu comme ça de loin, c'est pas extrêmement bavard. Là encore, c'est pas bavard, c'est pas parlant parce qu'on sait pas exactement ce qu'il en est. Et finalement, suite à différents articles, mais également différentes réactions sur Internet venant de particuliers, on a rapidement compris que cette expression, elle touchait également les correspondances privées. Et c'était quoi le fantasme alors? C'était pour les industries culturelles de craindre un déport des échanges de fichiers musicaux, notamment via des pièces jointes par mail. Et donc il y avait ce projet un petit peu délirant qui était prévu par le texte, que de laisser ouverte la porte vers la surveillance des courriers électroniques. Alors, là encore, ça ne veut pas dire qu'il l'aurait fait de façon massive, mais j'allais dire, moi, pour le coup, je me fiche totalement de savoir si c'est de masse ou pas de masse. Je m'en fiche totalement. En fait, la principale question à laquelle il faut répondre, c'est de savoir si c'est proportionné et si c'est encadré. Est-ce que c'est proportionné? Est-ce que c'est encadré? Est-ce que c'est proportionné par rapport au risque qui est soulevé? Est-ce que c'est encadré avec notamment des organismes de contrôle, des autorités de contrôle externes qui vont là valider, ici, taper sur les doigts des acteurs. Et en fait, comprendre ce dispositif et suivre aussi le débat parlementaire, pour moi, est vraiment super important. Et j'invite d'ailleurs, j'étais intervenu avec Jean-Marc d'ailleurs face à des futurs journalistes pour leur expliquer aussi l'importance que de suivre ces différents débats parlementaires, parce que d'une part, tout est là. Tout est là, c'est en source ouverte. On a tous les éléments sur le site de l'Assemblée nationale et du Sénat. On a les études d'impact, on a les avis du Conseil d'État, on a les amendements qui sont motivés. On a à chaque fois ce qu'on appelle un exposé des motifs qui vient expliquer un petit peu pourquoi tel auteur ou tel gouvernement a déposé cette disposition. Et ça permet aussi de deviner un petit peu le coup d'après. Et sachant aussi que l'attention doit être à son maximum à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent un effet cliquet. L'effet cliquet, on l'a vu encore récemment, je vais en revenir aux boîtes noires, c'est que les boîtes noires, en 2015, elles avaient été lourdement critiquées. Alors déjà, une parenthèse, pourquoi on appelle ça une boîte noire? Alors je me rappelle, c'était j'ai plus la date, mais c'était en 2015, peu avant le dépôt du projet de loi. Le Figaro avait fait un papier dithyrambique sur le projet de loi en question, parce qu'ils avaient reçu une version, et ils trouvaient le texte particulièrement intéressant et judicieux. Bon. Et au ministère de l'Intérieur, il y avait une réunion avec des journalistes, et j'avais été convié. Et en fait, il y avait trois vagues. La première vague de journalistes, c'était vraiment les journalistes mainstream, télé, etc. Ensuite, deuxième vague, c'était plutôt la presse écrite. Et troisième vague, alors c'était vraiment le dernier rame du TGV, c'était les journalistes web. Et durant cette présentation de la loi renseignement, un des conseillers techniques de Matignon avait voulu rassurer le petit public qui était face à lui. On était je sais pas, 7-8 journalistes, pour expliquer que finalement les boîtes noires, les algorithmes, les traitements algorithmiques, c'était un petit peu comme des boîtes noires. Mais tel qu'il avait présenté, c'était pas pour signifier une espèce de machin obscur, un peu comme le dark web, mais c'était simplement pour dresser un parallélisme avec les boîtes noires qu'on trouve dans les avions. Et c'est-à-dire, à savoir, un dispositif qui est inaccessible pour le pilote ou le fournisseur d'accès, ou l'hébergeur, puisque ça concerne aussi les hébergeurs. Bref, et l'effet cliquet qui est attaché à tous ces textes, on l'a vu, puisque cette boîte noire, qui avait été donc très
très critiqué en 2015, finalement avait passé le cap de l'Assemblée nationale et du Sénat parce que un amendement avait été porté pour transformer ce dispositif en simple expérimentation. Donc, promis juré, d'ici fin 2018, ça allait s'arrêter. Évidemment, en 2017, une loi est intervenue qui a repoussé l'expérience jusqu'en 2020, j'espère ne pas me tromper. Et en 2020, on a encore une loi qui est arrivée, qui a repoussé l'expérience jusqu'à fin 2021. Et là, résultat des courses, on arrive avec une nouvelle loi renseignement sur les cadrans parlementaires, qui vient nous expliquer que finalement l'expérimentation s'arrête, mais enfin c'est pas l'expérimentation qui s'arrête, c'est le caractère expérimental qui vient sauter. C'est l'article 15 de la loi renseignement, je crois. Donc l'expérience s'arrête, ce qui veut dire par là, c'est que la loi, les traitements algorithmiques vont être inscrits durablement dans le code de la sécurité intérieure. Et mieux encore, c'est qu'ils ont profité de cet instant-là pour non seulement inscrire les algorithmes dans le marbre de la loi et de manière indéfinie, mais en plus, ils ont étendu ce dispositif à ces fameuses adresses qui ont été résumées très facilement en URL. Donc l'expression URL, je l'utilise parce que les parlementaires l'ont utilisé aussi, notamment au fil de nombreux amendements. Et tout ça pour dire que il est vraiment super important que de suivre ces étapes, et j'en prends moi un plaisir intellectuel très fort, et j'avoue que c'est à la fois passionnant parce que c'est une lutte de pouvoir, une lutte d'influence, c'est aussi une réponse à des besoins des services qui sont des besoins qui sont particulièrement légitimes. J'ai aucun doute là-dessus, mais il s'avère quand même que il est nécessaire d'avoir cette attention parce que le Conseil constitutionnel ne peut pas tout voir et il n'est pas toujours saisi. Et saisir le Conseil constitutionnel, parfois, ça prend du temps. Donc, il peut faire soit un contrôle a priori, c'est-à-dire avant, grosso modo, la publication de la loi au journal officiel, soit a posteriori, via une question prioritaire de constitutionnalité. Mais cela, ça prend du temps et c'est toujours soumis à un certain aléa. Et parfois, quelques soulèvements sur les réseaux sociaux peuvent bouger des lignes, à l'instar de la surveillance des emails qui avait été envisagée un temps sur Adopi. Alors, je reparle un tout petit peu d'Adopi. Pourquoi? Parce que cette loi m'a été très chère, non pas seulement parce que ça a été marqué par des moments très forts, à la fois personnels et professionnels, mais parce que ça a été l'un des premiers textes avec la loi DATSI, droit d'auteur et droit voisin dans la société d'information, où on avait des caméras et des retransmissions en direct des débats en hémicycle. Et en fait, ça change tout. Ça change tout que d'avoir des caméras. Non pas qu'il s'agit d'épier ce que font les parlementaires, mais parce qu'il faut prendre conscience qu'auparavant, sans caméra, sans rien, ou avec des sites internet un petit peu poussifs, il fallait attendre des jours et des jours pour avoir un compte-rendu des débats, pour savoir exactement ce qui est en train de se préparer dans la forge législative. De la même façon, l'arrivée des caméras, croisée avec des outils tels que Twitter et autres, a permis des choses absolument merveilleuses en termes de démocratie quasi directe ou électronique, je ne sais pas comment on peut l'appeler, puisque il y a prescription aussi, mais j'ai souvenir d'avoir échangé avec des parlementaires, moi comme d'autres, je veux pas tirer la couverture à moi, mais d'avoir échangé avec des parlementaires et puis de constater que quelques instants plus tard, les remarques qui avaient été adressées étaient amplifiées dans l'hémicycle. Et voilà. Et cette courroie de transmission comme ça avec les élus, pour moi, ça a été vraiment magique parce que ces personnes-là sont quasiment inaccessibles normalement. Et là, au contraire, on a eu des députés qui ont compris le jeu, qui ont compris l'intérêt de ces réseaux sociaux et compris l'intérêt aussi de s'ouvrir à la société civile pour échanger avec elle et avoir des éclairages que peut-être eux ou leur entourage n'avaient pas nécessairement. Et ce dispositif m'a été vraiment, vraiment, vraiment très utile. Pourquoi? Parce que ça m'a permis aussi d'avoir des explications sur ce que le ministère de la Culture, finalement, avait en tête, et ne disait pas forcément. Donc, il était nécessaire que d'avoir une lampe de poche et d'aller chercher l'information à coup de pioche ou à coup de messages privés, en espérant que celui-ci réponde. Et parfois, une non-réponse peut être aussi intéressante. Et
là aussi en vient un autre levier sur lequel que j'utilise très souvent, c'est celui des procédures CADA. Alors les procédures CADA, pour vous la faire très courte, la CADA, c'est une autorité administrative aussi indépendante, qui est la commission d'accès aux documents administratifs et qui permet de solliciter la communication d'un document qui devrait être publié, ou en tout cas qui est communicable. Alors ça peut être quoi ces documents? Ces documents, ça peut être tout, ça peut être un avis, une décision, une délibération. Parfois, on a des textes qui sont publiés au journal officiel. Voilà, et j'invite toujours tout le monde, tous les journalistes à vérifier les visas des textes en question, parce que les visas, c'est quoi? Lorsque vous avez un texte, bon, vous avez article 1, article 2, article X, mais avant tout cela, on a une série d'informations où l'auteur de ce décret ou autre va expliquer, va prendre appui sur différents textes ou différentes décisions. Donc, vu la loi X, vu le décret bidule, vu la délibération CNIL de telle date. Et quand on a une délibération CNIL qui est visée par un décret, eh ben, il arrive que la délibération ne soit pas publiée. On ne l'a pas. Et en fait, c'est extrêmement embêtant parce que avoir accès à cette information-là est primordial pour comprendre un petit peu les rouages qui ne sont pas toujours accessibles, intellectuellement à tout le monde. Hein. Et d'autant plus que, notamment dans les délibérations CNIL, la CNIL n'hésite pas à interroger le gouvernement pour connaître exactement ses intentions lorsque celui-ci envisage de dérouler un traitement informatique de données à caractère personnel. Donc, je multiplie des procédures CADA, j'ai quasiment une lettre type qui est prête. Et comment ça marche? Généralement, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut saisir l'administration qui n'a pas sorti le texte en question alors qu'elle aurait dû. Et en défaut de réponse, ou alors si elle m'envoie sur les roses, on a la possibilité donc de saisir la commission d'accès aux documents administratifs qui, à son tour, va contacter l'administration défaillante pour lui demander pourquoi elle n'a pas diffusé le document en question. Et cet échange-là est extrêmement précieux. Et donc, la commission d'accès aux documents administratifs, elle ne rend qu'un avis. Donc, l'administration défaillante ou réticente, elle est libre d'accepter ou de refuser de suivre cet avis. En tout cas, la CADA va donner un avis et ensuite, on peut s'armer de cet avis pour aller revoir l'administration et pour bien insister. Et si jamais elle refuse, il faut aller devant les juridictions administratives. Alors moi, ma stratégie, parce que j'ai jamais échoué sur les procédures CADA, ma stratégie consiste très, très lâchement, hein, j'ai presque honte, je me sens sale, consiste à faire du bruit à chacune des étapes de ces procédures CADA. Donc, dès que je colle mon timbre sur le mail, parce que ça coûte le prix d'un timbre sur un mail de faire une procédure CADA, là, j'en fais une brève, une actu, peu importe, et ensuite, je documente chacune des étapes, et ainsi, ça me permet de faire du bruit et puis d'accentuer à mon modeste niveau, mais d'accentuer la pression, en tout cas médiatique, sur ce ministère ou autre. Et c'est toujours bon. Pourquoi c'est toujours bon et c'est toujours efficace de faire cela, même si c'est très, très, très vachard, parce que vous tapez transparence, open data ou n'importe quel type d'expression similaire suivi du site d'un ministère, et à chaque fois, vous allez trouver des ministères qui vont vous vanter les mérites de leur transparence. Et en fait, il faut les prouver, cela. Il faut les prouver, sachant que la transparence n'est évidemment pas absolue. Il y a des îlots de secteurs sur lesquels la transparence ne peut pas être mise en œuvre. Donc, c'est pas des procédures pénales en cours, c'est peut-être des secrets industriels et commerciaux. Et l'une de mes premières victimes en fait, je me suis fait les dents avec la Hadopi, parce que lorsque la Hadopi a été lancée, bien celle-ci a dû dérouler toute son éclosion. Elle a dû accompagner son éclosion, notamment avec une série de marchés publics. Et de même, j'ai assisté à toutes les conférences de presse de l'autorité. J'ai lu toutes les interviews, etc., etc. Et à chaque fois qu'il était fait mention d'une décision, d'un document, d'un avis ou autre, dans une de ces sorties médiatiques ou réglementaires, et bien à chaque fois, derrière, par automatisme, je demandais à la dite Hadopi que
que de me transmettre cette information. Alors au début, la DEPI traînait des pieds, parce que sans doute qu'elle était débordée, parce qu'elle n'avait pas que moi à gérer. Mais rapidement, Marie-Françoise Maret, qui était la présidente de la DEPI, s'est un petit peu agacée de mes multiples demandes, qui étaient en fait certes nombreuses, mais elles étaient nombreuses parce que l'administration en question produisait beaucoup de documents administratifs, des marchés publics, etc. Et donc, elle a écrit à la CADA pour lui demander simplement de modérer mes demandes, pour inviter la CADA à modérer les demandes de M. Marquerès. Je crois que ça se tourne comme ça. Et elle s'est abritée aussi sous la notion de secrets industriels et commerciaux, ou d'efficacité aussi de la réponse graduée, estimant que si jamais elle délivrait trop d'informations, moi je pourrais, avec mes bras extrêmement musclés, faire tomber tout le régime en question, ce qui est complètement délirant. Et ce qui est drôle, c'est que est-ce qu'elle avait oublié cette honorable magistrate à la Cour de cassation, tout de même, c'est que les procédures CADA, elles sont redoutables. Elles sont redoutables. Pourquoi? Parce que non seulement la CADA va rendre un avis, mais antérieurement à l'avis, je vous ai dit, lorsque la CADA rend cet avis, préalablement, elle contacte l'administration défaillante. Et c'est là où, suite à un appel, j'avais pu découvrir que les échanges entre l'administration et la CADA étaient eux-mêmes cadaïfiables. Et donc, j'avais récupéré la lettre qu'avait adressée Marie-Françoise Maret à mon encontre, à la CADA, en faisant une CADA sur la CADA, quelque part, quoi. Et j'avais évidemment tout sorti, parce que transparence absolue, ça ne me gêne pas. Enfin, en tout cas, dans les limites de ce qui est possible de faire. Donc, j'étais assez content de cet exercice, parce que ça montrait aussi, ça révélait un petit peu le climat ambiant au sein de cette autorité, qui s'est beaucoup assagi d'ailleurs depuis. Il y a eu d'autres cas qui m'ont. Alors aussi, oui, la DEPI, depuis, elle s'est considérablement calmée, notamment depuis cette actu. J'avais publié sur Next Impact. Je suis désolé, j'ai pas fait de PowerPoint. Mais là, maintenant, enfin, je dis pas qu'ils m'envoient les documents dès lors qu'ils sont disponibles, avant même ma demande, mais on n'en est pas loin. C'est-à-dire que j'ai simplement à presque claquer du doigt et ils m'envoient toutes les pièces, parce qu'ils savent de toute façon que ça sert à rien, et que finalement, je crois que la meilleure stratégie, c'est de jouer à cette opération de transparence. Alors parfois, ça a été encore plus redoutable, toujours via ce levier des procédures CADA. Et j'ai souvenir, donc, je vais vous parler d'un sujet qui m'obsède, pour lequel on me traite parfois de malade mental, mais j'en assume totalement les conséquences. C'est celui de la copie privée. Alors, j'explique. Copie privée, une redevance donc qui est perçue par les industries culturelles sur l'ensemble des supports vierges, ou quasiment tous les supports vierges. Sur 100 € de redevance copie privée qui sont prélevés, les sociétés de gestion collective gardent 25%, gardent 25 € si mes calculs sont bons, et ils se servent de ces 25% pour financer les festivals. Bon. Et la loi, le Code de la propriété intellectuelle, oblige les sociétés de gestion collective à documenter les festivals, les actions arrosées par ces 25%, dans un rapport qui est remis chaque année au ministère de la Culture. Et moi, j'avais trouvé ça un petit peu curieux qu'on ne dispose pas de ces documents en bloc, quoi. Donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais lancé une procédure CADA pour avoir l'intégralité des documents, mais ceux sur plusieurs années, et pour toutes les sociétés de gestion collective. Sociétés de gestion collective, c'est des acteurs comme la SACEM, la SACD, la SCPP, la SPPF, la Spedidam, la DAMI, etc. Et ça, c'était en 2013, et le ministère m'avait répondu que finalement, qu'il n'y avait aucun souci. J'avais obtenu d'ailleurs un avis CADA positif, mais qu'il n'y avait aucun souci pour m'ouvrir l'accès à ces pièces. Mais par contre, bien embêté, le ministère m'invitait à venir à Paris. Je ne suis pas à Paris. M'invitait à venir à Paris pour pouvoir les consulter. Et ayant le sentiment assez aigu d'être pris pour je ne sais trop quoi, eh bien j'ai répondu positivement à cette demande. Donc j'ai pris un petit train, et puis j'étais rue de Valois.
J'étais rue de Valois pour consulter. Ben, je suis arrivé dans une pièce. J'étais accueilli par, je ne sais plus quelles étaient ces honorables personnes, mais il y avait un directeur de je ne sais quel service, une archiviste aussi. Et donc j'étais accueilli et puis on m'a ouvert une pièce sur laquelle il y avait une énorme table, magnifique d'ailleurs, sur laquelle trônaient des milliers et des milliers et des milliers de documents rangés par année. Et j'avais, je sais pas, 3 heures pour consulter tout cela. Donc, ce que j'ai fait, hein, j'avais mon téléphone, j'ai pris des photos, j'ai fait des copies privées de rapports d'ordonnance. Et j'ai pris des photos, des photos, des photos, des photos. Et ensuite, bah, j'ai raconté tout cela dans une actualité que j'avais titrée « On a testé la transparence de la redevance copie privée ». Et ils sont été restés là, mais bon, j'étais quand même pas très content de ce dispositif parce que une réponse papier en 2013-2014 après Jésus-Christ, je précise bien, c'est pas forcément satisfaisant. Et c'était en 2014, l'équipe d'Aurélie Filippetti, qui était en charge du ministère de la Culture, qui était ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, l'équipe d'Aurélie Filippetti m'apprend que dans l'avant-projet de loi création, c'était une grande loi culturelle, bah, il y avait des dispositions qui portaient mon nom suite à cette procédure CADA, visant à obliger finalement les sociétés de gestion collective à réaliser donc à diffuser sur Internet, sur une plateforme dédiée, l'ensemble de ces flux financiers, ces 25% de copies privées, sur une plateforme donc en open data. Alors j'étais vraiment satisfait parce que j'allais pouvoir mener à bien d'autres investigations là-dessus. Et curieusement, c'était en 2014. Ah oui, et puis, oui, ça remonte un petit peu loin, mais la même année, une eurodéputée qui s'appelle Françoise Castex, enfin, elle était à l'époque eurodéputée, avait rédigé une résolution européenne, c'est un acte d'engagement politique. Donc, elle avait rédigé une résolution européenne où, justement, je crois que c'était l'action 23, je ne sais plus, où elle militait, elle appelait les États membres à basculer les flux de redevances copie privée sur une plateforme d'open data parce qu'il était nécessaire d'avoir une possibilité de contrôler ces éléments-là. En août 2014 arrive Fleur Pellerin au ministère de la Culture, donc Aurélie Filippetti s'en va, et curieusement, lorsque le projet de loi création est déposé, alors je ne sais plus si c'était au Sénat, je crois que c'était au Sénat ou à l'Assemblée nationale, peu importe, l'article qui visait open dataifier, je ne sais pas comment on peut dire, à assurer la transparence de ces flux financiers a disparu. Et c'est là où j'ai pu échanger à l'époque avec Marcel Rogemont, qui était un député, d'ailleurs, qui fut un des mousquetaires, comme on les appelait, des principaux opposants de la loi Hadopi en 2009. S'était intéressé à mon article. Il avait publié un rapport sur le site de l'Assemblée nationale où justement il cite, je lui accorde tous les droits, hein, sans licence Creative Commons, il n'y a aucun souci, il cite mon expérience, il cite des morceaux d'articles dans son rapport parlementaire expliquant grosso modo qu'il était anormal que d'avoir une telle situation. Et très finement, eh bien, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a réintroduit l'article qui avait été envisagé une première fois par Aurélie Filippetti, puis qui avait disparu lors de l'arrivée de Fleur Pellerin. Il l'a réintroduit dans un amendement, c'était en 2015, et visant donc à assurer cette transparence, cette fameuse transparence. Et là, quand vous avez un texte qui vient obliger les acteurs à assurer cette transparence, il est très difficile pour le ministère que de s'y opposer. Et il est très difficile pour les parlementaires de la majorité de s'y opposer, même les plus cultureux d'entre eux. Et donc, cette disposition a été votée. Et depuis, vous pouvez tester, hein, depuis, on a une plateforme qui s'appelle aidecreation.org, aide au pluriel, qui retrace l'ensemble des flux financiers des 25% de copies privées. Et ces flux financiers, ils sont importants parce que récemment, on a eu un débat sur l'extension de la redevance copie privée sur les biens reconditionnés. Et il s'avère que
y a un député qui s'appelle Éric Bothorel qui s'est saisi de cette question, que je suis moi depuis maintenant, je ne sais pas combien, une dizaine d'années, on va dire, peut-être plus. Et ben finalement, il a osé demander un peu de transparence, il a osé finalement questionner de l'opportunité que d'étendre la redevance copie privée aux biens reconditionnés, et il s'est pris une volée de bois vert de la part des industriels du secteur, et notamment des menaces sur les festivals. Et c'est là, en fait, où je voulais en venir. Je voulais en venir pourquoi? Parce que finalement, vous voyez que avec ces 25% de copies privées, les sociétés de gestion collective, alors pas toutes, hein, mais des sociétés de gestion collective ont un levier d'influence extrêmement important sur les élus locaux, voilà, sur les élus locaux pour pourquoi pas les priver ici de festivals et jouer finalement sur des menaces. Alors, bien sûr, ça explique pas tout, mais ça peut donner une piste sur les excellents votes que l'on a, enfin les résultats de vote qu'on a à chaque fois au Parlement dès lors qu'un texte culturel arrive. Je dis bien que ça explique pas tout, parce que aussi un attachement profond des parlementaires français sur le phénomène culturel. Et voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire encore sur cette extension bien reconditionnée. Là, on parlait de vocabulaire tout à l'heure. Jean-Marc a bien insisté pour dire qu'il ne fallait pas parler de surveillance de masse. Et pareillement, dans la presse, lorsqu'il a été question de redevance copie privée, cette fameuse compensation qui vient en contrepartie du paiement d'un droit qui est prélevé sur les supports vierges, nous offrir la possibilité, en tout cas juridique, de réaliser des copies d'œuvres sans l'autorisation des auteurs. Et cet épisode-là, il est fabuleux parce que on a vu des ayants droit, enfin on a vu beaucoup d'articles qui parlaient de taxe copie privée. En fait, c'est pas une taxe, et comme je l'ai dit, je crois, il n'y a pas très longtemps sur un plateau avec Benjamin Bayard, c'est que la notion de taxe est une véritable insulte finalement à la fiscalité, parce que lorsqu'on est face à la fiscalité, une vraie taxe, un vrai impôt, c'est débattu à l'Assemblée nationale, hein, les fameux sites, les fameux écrans, les fameuses caméras, etc. Donc on a la possibilité évidemment, c'est pas accessible à tous intellectuellement parce que c'est compliqué, mais quiconque qui a les moyens a la possibilité techniquement d'y avoir accès. Donc on peut discuter, on peut vérifier les amendements, on peut jauger, on peut voir comment les débats, comment tout cela va se tramer, comment ça va aboutir, et ensuite pourquoi pas demander des explications au gouvernement qui aura insisté à aller dans tel ou tel sens. En commission copie privée, ça marche pas comme ça. Cette commission, elle est là pour établir l'assiette et le taux de la redevance. Donc, appeler cette redevance une taxe, c'est finalement presque diffamatoire pour la fiscalité, parce que ici on est plutôt du règne de l'opacité. Je suis l'un des rares, si ce n'est le seul, avec un autre collègue qui s'appelle Pierre Januel, que je salue au passage, à suivre ces éléments-là. Et en fait, les intérêts en jeu sont juste considérables. C'est considérable parce que la redevance copie privée, c'est 300 millions d'euros qui sont prélevés chaque année sur l'ensemble des acteurs, qu'ils soient d'ailleurs personnes physiques ou personnes morales, alors que le droit européen nous dit que seules les personnes physiques finalement doivent payer. Mais en France, on a choisi un système qui est absolument merveilleux, et c'est d'une finesse. Enfin, je suis épaté par ce dispositif. Je suis épaté parce que plutôt que de collecter la redevance au plus bas niveau de la chaîne commerciale, c'est-à-dire grosso modo à la Fnac, hein, entre le caissier ou la caissière et puis ce bon acheteur qui va acheter une clé USB, une carte mémoire, un disque dur externe, etc. On collecte la redevance au plus haut niveau de la chaîne commerciale, grosso modo en sortie de paquebot qui arrive d'Asie. Et c'est recueillir la redevance à ce niveau-là, c'est s'assurer que finalement tout le monde paye, parce que l'importateur, lui, ne sait pas quelle est la destination finale de tel ou tel support. On ne sait pas si ça va aller dans un cabinet de radiologie ou effectivement aller chez monsieur et madame tout le monde pour réaliser des copies. Alors, j'ai pas lu les questions qui défilent là. Vous allez me dire, il n'y a plus personne ne réalise de copies. Je sais que plus personne ne réalise de copies, en tout cas plus beaucoup de monde. Mais ce mécanisme-là, dans la mesure où les ayants droit sont en force au sein de cette commission administrative, c'est eux qui financent les études d'usage qui permettent de jauger les pratiques de copie auprès d'un panel, et ensuite de mettre tout ça dans une marmite et de déterminer des assiettes et des taux. Finalement, ils sont maîtres à bord. Ils sont maîtres à bord de la redevance qu'ils vont eux-mêmes percevoir. Et moi, comme ça, vous me mettez en position de décider quel est le salaire que je vais toucher. J'ai plutôt tendance à demander beaucoup que pas beaucoup. C'est darwinien.
J'entends des respirations. Dis-moi. Message de service, il te reste 5 minutes. 5 minutes. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire en 5 minutes non, tout ça pour vous dire que ce mécanisme-là, enfin pour moi, il est d'une beauté mais vraiment incroyable en termes de stratégie juridique, de lutte d'influence. Et en fait, il faut quand même souligner l'exploit que dans un texte, une proposition de loi destinée à verdir le numérique, hein, c'était ça l'épisode actuel, une proposition de loi destinée à verdir le numérique, la majorité en place a réussi à consacrer dans la loi l'extension de la redevance aux biens reconditionnés. Et ça pour moi, c'est juste, je suis épaté. Alors, je partage pas tout à fait ou forcément l'idée que cela puisse être envisagé ainsi, mais en tout cas, je trouve ça épatant d'arriver à renverser comme ça la vapeur et de créer cette redevance. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux vous dire encore. Donc, voilà, ouais, sur la question du journalisme militant, actif ou autre, je ne sais pas trop comment qualifier ce que je fais. Je suis pas très fort en introspection. Ce qu'il en est, c'est que ouais, la transparence, mais fondamentale pour ce genre de choses parce que ça permet d'éviter le tout et n'importe quoi. Ça permet d'éviter le tout et n'importe quoi. Et c'est ce que j'essaye de faire modestement sur Next Impact Airline. Et voilà, enfin, je vais finir là, comme ça je laisserai un peu plus de temps aux questions ou autres, parce que j'ai vu que la colonne bougeait. Peut-être qu'il n'y a pas de questions, j'en sais rien du tout. Voilà, en tout cas, merci pour l'attention. Voilà. Merci beaucoup, ça a été passionnant. Alors, il y a eu quelques questions, mais pas tant que ça, parce que tout le monde a été extrêmement attentif. Je pense que ça va tomber maintenant, en fait, pendant que Messière Valérie va te poser ça ou ces questions. Reina, si tu peux nous remettre en multipanneau pour qu'on puisse voir Valérie en même temps. Ouais, en tout cas, merci beaucoup. Tu passeras nos amitiés à Pascal Rogard la prochaine fois que tu le croiseras. Et Valérie, on te laisse la parole. Merci en tout cas. Ok, Marc, j'ai une question pour toi. Alors, d'abord, je vais commencer par un remerciement. Je te remercie d'avoir donné l'exemple sur les procédures CADA. Je m'en suis servi ultérieurement. Je t'ai appelé d'ailleurs pour que tu me coaches, entre guillemets, sur le process. Je te remercie, c'est parce que c'est un truc, je pense que ça apporte beaucoup, et donc tu as quelque part un peu ouvert la voie là-dessus. Mais plus généralement, l'approche que tu as de ton exercice de la profession, est-ce que tu ne regrettes pas qu'elle ne soit pas plus généralisée, et notamment que des confrères de la presse gênée ne fassent pas, ne se prennent au même exercice. Je te pose la question parce que le sentiment que j'en retire, c'est que c'est un exercice qui est important pour une vie démocratique saine. Et j'ai l'impression qu'il n'est peut-être pas suffisamment fait. Alors, je suis d'accord, je suis d'accord, mais maintenant, on le voit de plus en plus. Enfin, le monde s'y met, et souvent des articles très, très bruyants où des procédures CADA sont lancées. Mais d'ailleurs, j'en parle souvent à des connaissances qui travaillent dans le milieu du droit, qui sont avocats en particulier, et je les invite à faire ces procédures CADA parce que ça coûte, enfin, je veux dire, ça coûte rien, c'est vite fait, et ça permet d'avoir de l'information. Et des informations juridiques pour des dossiers en cours ou donc pour des articles. Mais sinon, oui, je peux répondre que par l'affirmative. Je regrette que ce soit pas plus développé. Je regrette aussi j'ai plein de regrets, mais je vis pas dans un océan de. Mais je regrette donc la faible popularité de cette procédure. Je regrette aussi les moyens qui sont dévolus à la CADA. Donc, ne me pose pas une question piège en me demandant quel est le budget de la CADA au terme de la loi de finances pour 2021. Je n'en sais rien. Mais il s'avère que les délais en termes de procédure sont longs. Ça peut parfois prendre plusieurs mois. Donc ça, autant de l'information par tweet, pour revenir à ce que disait Jean-Marc, où tout va si vite, où les gens ont besoin comme ça de produire d'informations, quitte à raconter des grosses bêtises, bah c'est pas compatible du tout. Le temps CADA, c'est pas le temps Internet du tout, c'est pas le temps Twitter, plutôt, c'est pas le temps Twitter. Et donc il faudrait plus de moyens sur la CADA, mais bon là je vais verser dans le Yaka il faut, mais voilà, mais oui, je regrette. Ouais.
Dis-moi aussi, le sentiment que j'en retire de tout ce que tu viens de nous dire au sujet d'Adopi, de la perception, enfin de la redevance copie privée, etc. J'ai un peu le sentiment que le lobby culturel apparaît quasiment imbattable en France, qu'il a des moyens de pression énormes et qu'il ne se prive pas d'en utiliser, y compris des qui l'on pourrait considérer comme discutable au moins sur un plan éthique. Ah oui. Enfin, ça c'est des moyens, mais enfin considérables de pression, parce que déjà, ils ont la chance d'avoir des grands noms, des noms médiatiques. Et on l'a vu justement avec la question de la redevance copie privée étendue aux biens reconditionnés, enfin une pétition. On a engagé des centaines, voire des milliers d'artistes sur une pétition en faveur de cette redevance. Mais j'ai discuté avec Abdel Malik lors d'un échange, une conférence de presse, enfin une conférence avec différents acteurs. Il était là et en fait, je crois que beaucoup de personnes qui ont signé ce document-là ne connaissent pas, tout simplement, ne connaissent pas cette redevance. D'ailleurs, le nom, rien que le nom qui a été choisi par le législateur français pour qualifier ce dispositif, celui de rémunération, il est extrêmement piégeux, parce que lorsque des artistes touchent en fin d'année un relevé de droit avec marqué dessus une ligne rémunération, que ce soit pour copie privée ou autre chose, pour eux, c'est un caractère estomacal, un caractère alimentaire, et on ne touche pas une rémunération. Mais en fait, ce n'est pas une rémunération. C'est la compensation d'un préjudice, celui de la liberté laissée à tout un chacun de pouvoir réaliser des copies. Et rien que ça biaise complètement tout le débat. Mais sinon, on l'a vu. Après, systématiquement, ils prennent un épouvantail. On a eu le même schéma lors de la directive droit d'auteur, celle qui a industrialisé, qui est en train d'être mise en place là, à coup d'ordonnance, qui a industrialisé le filtrage des contenus sur les grandes plateformes de partage type YouTube, Facebook ou Twitter ou les autres. Le grand ennemi à l'époque, c'était Google. Voilà, Google qui avait des moyens colossaux pour lobbyer, pour faire... c'était vraiment l'épouvantail à Bruxelles qui était dénoncé depuis Paris. Là, pour l'épisode redevance copie privée, l'épouvantail, ça a été non pas Google, cette fois-ci, mais Back Market, d'autant plus que Back Market venait de faire une levée de fonds de 276 millions d'euros, ou 273, mais je crois que c'est 276, et donc nécessairement, on avait ici un ogre capitaliste qui allait saigner nos femmes et enfants, voilà, donc c'était intolérable, et il fallait absolument rééquilibrer la balance. En réalité, Back Market, c'est une place de marché, c'est pas un reconditionneur. Et la loi qui est en cours de gestation, là, elle frappe les reconditionneurs. Donc même les petits artisans qui travaillent au coin de la rue, qui vont ouvrir un téléphone pour essayer de changer là l'écran, ici la batterie, et le remettre ensuite en circulation, là, ils devront payer la redevance copie privée. Mais à chaque fois, c'est ça. C'est beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, beaucoup de bruit dans les médias, beaucoup de bruit, beaucoup d'articles aussi, d'autant plus que là encore, je reprends l'exemple qu'a cité maintes fois Jean-Marc. Les journalistes ne connaissent pas cette institution, et forcément, quand on ne connaît pas, on se fait mener rapidement en bateau par l'interlocuteur. Et donc, j'ai vu dépasser des articles, mais qui étaient truffés d'erreurs, ou qui manquaient de sensibilité, qui manquaient de finesse, et tout et n'importe quoi a été dit. Mais le problème, c'est qu'après, ça forge l'opinion publique, et ça rend plus compliqué un retour à la raison pour justement mettre les bonnes bordes aux bons endroits. Et c'est vraiment regrettable. Ouais. Est-ce que tu as une dernière question, Valérie, avant qu'on passe aux questions de Marie et Reina? Non, c'est bon, justement, j'allais passer la main aux filles. Mesdames, est-ce qu'on a eu des questions dans le chat? Il y a eu pas mal de commentaires. Marie, je te laisse commencer. Il y a des questions aussi. Comme tu veux. Alors, on a une question déjà, la première sur laquelle je tombe. Je la lis telle qu'elle. Et donc, comment ce que Marc décrit pourrait être ramené à la maîtrise des citoyens pour donner une petite réalité
où nul n'est censé ignorer la loi, qui pourrait d'ailleurs être accompagnée d'une sorte d'hygiène informationnelle dont on entendait parler il y a quelques minutes. Ouais, ben, comment faire? Après, je crois il faut multiplier ce journalisme qui est un petit peu pénible à faire, hein, parce que c'est pas simple que de se taper des heures de débat parlementaire, de regarder des liasses de centaines, voire de milliers d'amendements. Mais c'est nécessaire que de le faire. Mais après, j'ai pas de formule magique. Moi, j'essaie de le faire à mon moyen. Après, il y a d'autres acteurs. J'ai pas les moyens de l'AFP. Hein. Je suis tout seul. Hein. Mais c'est de multiplier cela et puis essayer de toujours essayer de s'élever. Enfin, en fait, là-dessus, pour en revenir à Adopi ou même à la loi renseignement, enfin, en tout cas, Adopi, ça avait été pour moi, ça a été une expérience magique et presque émouvante. Pourquoi? Parce que grâce à l'arrivée de ces caméras dans l'hémicycle, en fait, on avait des réactions en temps réel des internautes sur ce qui est en train d'être discuté, en train d'être adopté, voté, travaillé, ciselé. Et finalement, ça a élevé le niveau de connaissance de bon nombre d'internautes et peut-être bien mieux qu'un cours très théorique en droit constitue ou en droit des libertés. Et donc, toujours inviter à suivre cela, ne pas avoir peur de se lancer, parce qu'au début, on va rien comprendre, on va être complètement dans le brouillard, et puis tout doucement, on va commencer à mieux apprécier cette drôle de machine qu'est la procédure législative. Excellent. J'ai une question avant que Marie reprenne. François Révold demande si sur le téléphone qui a servi à prendre les photos des documents, la redevance a été remboursée. Et non. François, tu as très très bonne question. Non. Pourtant, j'utilise aussi à titre professionnel, mais non. C'est très difficile de se faire rembourser la redevance puisque, comme je vous le disais, la redevance est perçue lors de l'importation des produits en France. Donc, tout le circuit professionnel et particulier paye, alors que normalement, seul le circuit particulier devrait la subir. Et en fait, le système qui a été enfanté par une loi de 2011, c'est que les professionnels doivent payer et ensuite réclamer remboursement. Le problème, c'est que le jour où la loi a été publiée au Journal officiel, le ministère de la Culture a publié un texte d'application qui est venu conditionner la possibilité pour un professionnel. Quand je parle professionnel, il faut comprendre que c'est des cabinets de radiologie, hein, pour des histoires de cancer. C'est pas du fun, hein. Ça peut être des comptables, ça peut être des avocats pour des contentieux en matière criminelle ou autre. Donc c'est du lourd. Hein. Et bien tous ces acteurs-là, s'ils veulent espérer se faire rembourser, et ben ils doivent produire une facture effectivement de leur téléphone, de leur disque dur externe, de leur tablette, ou peu importe, mais qui surtout mentionne le montant de la redevance. Et là, j'invite là encore tout le monde à vérifier les factures qu'ils ont chez eux. Et vous allez voir que lors de l'achat de votre dernier support d'enregistrement, eh ben, ils auront une facture sans mention de la redevance copie privée. Vous n'avez pas de mention de la redevance copie privée, eh ben, il n'y a pas de remboursement possible. Et donc, l'argent qui a été prélevé sur les 90 centimes fois je ne sais pas combien de centaines d'IRM sont réalisés par jour par les gros cabinets de radiologie, eh ben, cet argent-là, elle est conservée par les industries culturelles qui estiment que c'est de la copie privée. Voilà. Alors moi, je trouve ça choquant, même dès le premier centime, en fait. Alors, on a un dernier commentaire qui est d'Ariel Actif à Froid. C'est très compliqué de lutter sur la copie privée, maintenant que la loi est passée surtout. Mais à part essayer de parler à nos représentants, et s'ils se font menacer de boycott ensuite, ils n'ont pas le choix. On fait quoi à notre niveau? Je pense que ça va rejoindre un peu la réponse que tu viens d'apporter. Alors, la loi n'est pas passée. La loi n'est pas passée, c'est-à-dire qu'il y a eu un vote au Sénat. Le texte est parti à l'Assemblée nationale. Alors, au Sénat, il y avait un article, 14b bis, très exactement, qui explique que pas de redevance copie privée, si je vous la fais court, pas de redevance copie privée sur les biens reconditionnés. Au Sénat, il y a eu 2 étapes, comme tous les textes. D'abord, il y a un examen en commission qui est là pour ciseler le texte, et ensuite, on arrive à la séance. La séance, c'est l'hémicycle. En commission, l'article qui avait été adopté par le Sénat, destiné donc à protéger ces supports de la redevance copie privée, a été validé, a été adopté dans les mêmes sens. Mais arrivé dans séance, ça s'est complètement renversé. Le gouvernement a porté un amendement qui a au contraire créé une redevance copie privée sur les biens reconditionnés. Mais là, aujourd'hui, on a 2 chambres différentes qui disent 2 choses différentes. Donc il va y avoir un arbitrage
un jour ou l'autre en commission mixte paritaire pour savoir exactement ce qu'il en sera. Donc comment on fait pour sensibiliser la chose? Ben, je sais pas. Après, je suis pas un organe mais comment dire, je sais pas. Il faut essayer de faire du bruit sur les réseaux sociaux. Peut-être la seule façon, c'est faire du bruit, parce que dans la mesure où ça, c'est un peu ma stratégie aussi, dans la mesure où il y a un élément, il y a toute une partie de l'iceberg qui est complètement sous l'eau, eh ben, l'idée, c'est d'en parler, parce que s'ils veulent pas que ce soit dit, ou si ces différents acteurs militent pour une transparence toute relative, ben, au contraire, il faut jouer à rebours et faire en sorte de faire un maximum de bruit. Donc, je sais pas, moi, lancer une procédure, quitte à de remboursement, quitte à se prendre une porte dans la tête, et le dire sur les réseaux sociaux.